Donc, on est super content d'être là ce matin. D'ailleurs, là, ça fait toujours drôle cette fonctionnalité de webinaire-là parce qu'on ne voit pas non plus les gens qui sont là à la maison. Donc, on est aussi content que vous soyez là, même si on ne vous voit pas. Comme Marie-Hélène disait, n'hésitez pas à poser vos questions là, tout au long dans le chat. Je vais quand même essayer de garder un œil dessus pour m'assurer que on avance et qu'on reste sur la même longueur d'onde. Donc, je pense que si on se donne 3 objectifs pour ce matin, mais le premier, je pense qu'on va se rassurer ensemble parce que, bon, c'est le fun, c'est vraiment une série de webinaires qui ont rapport avec la technologie, mais je pense que la technologie, ça a été un beau défi à plusieurs niveaux pour les organisations, pour tout le monde dans les 2 dernières années, puis ça va continuer de l'être, puis c'est sûr qu'il faut prendre le fameux virage technologique, mais ça ne veut pas dire tout le temps la même chose pour tout le monde. Il y a plein de technologies. Bon, Marie-Hélène vient d'en nommer plusieurs. Il y a différentes technologies qui font différentes choses, puisque je pense que c'est un des objectifs qu'on va avoir ensemble ce matin, c'est de parler un peu, oui, de ce qu'on fait, mais qu'on se rassure, qu'on prenne conscience ensemble que ça se fait aussi par petites bouchées, ce changement-là, puis juste d'être là ce matin, puis juste de vous instruire. Je pense que c'est un beau pas vers cette transition-là. Deuxième objectif pour moi ce matin, c'est que vous repartiez avec une espèce de aha, au moins un de la présentation. Donc, on a préparé du matériel en masse. On a aussi préparé du matériel pour vous pour continuer la réflexion à la maison, des genres de cheat sheets avec des petites questions qui vont permettre d'aller peut-être creuser un petit peu plus loin la réflexion sur ce qui se passe dans vos organisations et comment vos organisations évoluent aussi dans cette transition numérique-là. Donc, que vous partez au moins avec un petit morceau là, qui fait en sorte que vous êtes capable de mettre quelque chose en place. René Lahaye, prêt pour le aha, super. Et puis, dernier objectif, c'est toujours le même chez Fanzal, c'est qu'on s'amuse. Donc, il fait beau ce matin, on est content, le printemps est à nos portes, donc on passe 1 heure ensemble pour s'amuser puis échanger sur le sujet. Stéphane, tu lèves la main. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. C'est un petit emoji pour répondre à René, mais ça a été manqué. C'est pas grave, on envoie les mains comme ça, là, on a du fun. Perfect. Ça me donne le « Ouh, doudou ». Est-ce que vous voyez ma présentation si je fais mettre sur slideshow? On dirait que... Hein? Tu n'as jamais fait ça? On la voit, Marie-Lou. On la voit bien. La voyez en plein écran, super. Oui. Donc, commençons rapidement. En fait, je pense que, comme Marie-Hélène disait ce matin, c'est un petit peu le but de parler du futur des associations. Oui, on va parler un peu de ce qu'on fait chez Fanzal, mais on veut vraiment parler plus du contexte de où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi la posture qu'il faut adopter, etc., là, pour pouvoir faire évoluer nos associations, rester pertinents, continuer de répondre aux besoins de nos membres. Donc, Stéphane, je te passe la parole peut-être juste pour que tu t'introduises. Ensuite, on va pouvoir continuer. J'ai pas grand-chose à dire sur moi. J'aime pas ça parler de moi, mais en gros, essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis un passionné de l'humain avant la technologie, des plaques tectoniques ou des écosystèmes ou des mouvements systémiques, en fait. Donc, moi, ce que j'aime faire, mon but ultime, en fait, c'est toujours dans une perspective d'impact social et environnemental parce qu'on a beaucoup de choses à faire sur notre petite planète. Ça ne veut pas dire qu'au niveau économique, on ne fera rien, mais l'idée, c'est vraiment de travailler à travers ces enjeux-là, mais par la technologie est un moyen pour s'y rendre. Donc, Marie-Lou, je pense que le slideshow a débarqué. Est-ce que vous le revoyez maintenant? Non? OK, attends, excusez, je voulais juste le changer de bord. On le voit, Marie-Lou, mais on voyait, toutes tes diapositives. Là, on est bon. C'est bon. OK. Super. Je l'ai changé. Je l'ai switché d'écran par Stéphane parler. Super. Merci Stéphane. Donc, Stéphane qui est aussi le président de Fanzal, président fondateur. Je pense que tu l'as mentionné. Donc, c'est vraiment le cerveau derrière tout ça, celui qui a parti l'opération depuis un petit peu plus que 2 ans. En fait, non, il y a environ 5 ans. Et puis, c'est plutôt moi, en fait, qui a joint il y a à peu près un petit peu plus que 2 ans en année start-up. J'aime dire que c'est énorme. Donc, je pense qu'à chaque 6 mois, ma job change chez Fanzal. On est passé dans la dernière année dans les 2 dernières années, en fait, de 5 à 30 employés. Donc, c'est quelque chose, on a du fun, ça grandit, l'équipe est vibrante, donc on apprend aussi beaucoup. Donc, 2 ans, un petit peu plus à travailler avec des communautés. Travailler à la croissance de Fanzal, donc plus particulièrement du côté de l'équipe marketing, mais aussi commencer assez en proximité avec les clients de par nos programmes de formation aussi, pour ceux qui en ont entendu parler, donc spécialistes en transition numérique. Et puis avant, fait coca, j'ai travaillé chez C2, j'ai travaillé aussi dans l'industrie des jeux vidéo, dans d'autres entreprises de technologie, donc j'ai toujours un petit peu été dans cette espèce de croisement-là entre l'événement, les expériences et la technologie. Donc, à l'agenda ce matin,
On va commencer avec une brève introduction de FansLab. On ne passera pas trop de temps là-dessus. Ensuite, on se lance dans le contexte. Pourquoi est-ce que c'est pertinent, la présentation qu'on fait ce matin? Pourquoi est-ce qu'il faut se poser des questions sur cette espèce de changement-là qui a lieu? Puis, où est-ce qu'on s'en va aussi avec tout ça, avec la place que la technologie prend dans nos associations, dans nos communautés? Ensuite, on le fait, c'est pour qui, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait? On va parler de Tech for Good, donc la technologie au service du bien des collectivités. Et puis, on va terminer, donc, je pense que l'espèce de gros morceau de la présentation, c'est notre framework, 8 éléments clés, donc pour une communauté en santé. C'est là qu'on va vous amener à commencer la réflexion et vous allez repartir avec des petits exercices à faire à la maison après. Donc, bienvenue dans l'univers des communautés intelligentes. On aime beaucoup utiliser le terme communauté intelligente et on se l'est un petit peu approprié, donc pour l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, une communauté intelligente, un petit peu comme une ville intelligente, un appareil intelligent, une télé intelligente, c'est une communauté qui va venir reposer sur la technologie pour optimiser l'expérience, pour venir créer plus d'opportunités. Donc, on va utiliser la technologie, on va utiliser l'intelligence artificielle aussi, pas pour remplacer ce qu'on fait, pas pour s'isoler encore plus, vraiment pour venir, si on veut maximiser tout le potentiel qu'on peut sortir, donc que ce soit d'une part organiser l'information, d'autre part créer des opportunités pour se rencontrer les bonnes personnes, créer plus de moments, donc des moments virtuels, des moments présentiels, aller faire un petit peu cohabiter les réalités, c'est vraiment d'aller chercher les technologies qu'on a besoin pour devenir plus intelligent en communauté ensemble. Donc, notre positionnement à nous et avec qui on aime travailler, c'est vraiment des communautés d'impact. Le but, c'est vraiment de venir libérer le potentiel des réseaux en venant un petit peu changer les rituels de socialisation, de collaboration, en amenant une dynamique virtuelle là-dedans, en gardant le présentiel aussi, parce que c'est sûr que même si on est du côté de la technologie, on est content de ce retour au présentiel-là, puis il n'y a rien comme déposer des téléphones et avoir une conversation face à face. La technologie va venir nous aider à dire avec qui est-ce qu'on devrait parler, à quel moment est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Et puis, on veut vraiment aider les gens à venir reconnecter et vivre ensemble des moments qui ont des moments signifiants, des moments qui sont riches et qui créent beaucoup de valeur. Donc, dans notre développement, rapidement, dans nos pratiques à l'interne, dans notre façon de faire grandir notre organisation, c'est vraiment important pour nous de répondre aux enjeux planétaires et de suivre donc les 17 je vais en mémoire Stéphane et moi ici, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. De l'ONU, donc, qui sont bons, le respect de la planète, entre autres, les partenariats aussi, de venir vraiment s'associer avec les bonnes personnes, respecter aussi l'égalité, etc. Donc, autant dans nos pratiques internes que dans nos pratiques avec nos clients et dans ce qu'on essaie de créer, de générer avec nos technologies, donc d'être capable d'aller créer plus de bien pour la planète. Donc, là où ça devient intéressant, Community as a Media, avec qui est-ce qu'on travaille en fait, nous, chez FansLab, avant de tomber un peu dans le core de ce qu'on fait? On va venir travailler avec des communautés, puis quand on parle de communauté comme un média, donc les organisations en réseau, à la base, souvent, bon, dans un modèle qui était plus traditionnel, on avait une infolette, on organisait un événement, mais on se mettait souvent dans les bottines d'être un organisateur d'événements. Mais en fait, ce qu'il faut que vous réalisez, puis là où on veut vous amener dans une espèce de changement de posture aujourd'hui, c'est que vous réalisiez que vous êtes un peu comme un média. Puis votre communauté, c'est votre audience. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une posture, vous êtes un média ou un média social et que votre communauté est votre audience, l'idée, c'est pas de dire qu'est-ce que je fais, quels sont mes morceaux, si on veut, mais plutôt de dire à quoi je sers, c'est quoi les besoins, puis comment est-ce que je peux venir répondre à ces besoins-là, puis créer de la valeur à l'année, un petit peu comme un média le fait. Donc, le média, il lâche jamais son audience. Le média continue toujours avec différents niveaux d'engagement, de venir engager les gens. Donc, que vous soyez un réseau professionnel, un réseau d'impact, réseau culturel, il y a des réseaux académiques, réseaux sportifs, etc., des réseaux de femmes aussi avec lesquels on travaille beaucoup, c'est vraiment de dire, bon, mais regarde, ces gens-là, c'est mon audience et moi, je suis un média et je viens les entretenir à l'année. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Plusieurs façons. Donc, la plateforme FansLab en est une. Je lance la petite vidéo, je ne pense pas. C'est parfait. Donc, il n'y a pas de son, c'est vraiment juste pour parler un peu de ce qu'on fait. Donc, notre
core business, notre cœur chez FundsLab. On développe une plateforme sociale interactive qui est une plateforme qui originalement donc était une plateforme applicative avant la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, on a créé si on veut, la plateforme sœur de notre application mobile, qui est une plateforme web qui venait répondre vraiment aux enjeux là, de virtualiser des expériences virtuelles complètes, des expériences événementielles complètes. Et puis, on vient de relancer donc notre application mobile pour venir créer ces expériences hybrides-là, donc que ce soit pour déployer des événements, des parcours de formation, de venir classer l'information. Il y a des forums sur la plateforme, il y a des espèces de lounges, des lounges virtuels où les gens peuvent venir créer des conversations, se rencontrer, réseauter, donc des fonctionnalités de réseautage, des fonctionnalités de monétisation. C'est vraiment un couteau suisse, pour ne pas trop vous étourdir avec ça, mais c'est vraiment un couteau suisse avec plein de fonctionnalités. Quand on fait des projets avec les clients, c'est vraiment la première étape, c'est qu'on s'assoit, puis on réfléchit ensemble aux piliers, aux objectifs des expériences à créer, puis quel type de valeur est-ce qu'on veut venir créer. Et puis là, on commence à scénariser. On scénarise des parcours de contenu, on scénarise des parcours d'interaction pour la communauté. Comment est-ce qu'on peut redonner le pouvoir aux gens de venir s'interagir, et ensuite aussi des parcours de monétisation. Comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher, avec du upselling dans la plateforme, avec des parcours spécialisés de formation, avec de la visibilité partenaire. Comment est-ce qu'on est capable de venir créer d'autres canaux, en fait, de revenus pour venir bonifier aussi les revenus, et que ce soit des revenus qui peuvent être aussi à l'année. Donc, c'est vraiment des modèles d'affaires et des modèles d'engagement. On peut l'appeler un petit peu la plateforme sociale privée. On prend nos membres, on les sort, on les amène dans une plateforme, l'information est organisée, ils peuvent interagir, on peut déployer des événements, etc. Donc, la vidéo sera dans la présentation qu'on pourra vous envoyer juste après. Pour terminer la boucle un peu de ce qu'on fait, le dernier morceau là, de FundsLab, disons vraiment notre core business, c'est le développement technologique de cette plateforme-là qui permet de venir supporter les organisations donc, dans leur modèle d'affaires événementiel, formation, etc., virtuelle. On fait aussi de la formation en transition numérique, donc à travers notre initiative Virtualité qui est de la formation, en fait, vraiment, qui va venir toucher à tous les aspects là, de l'animation de la communauté, en passant aussi par l'événement, et puis de comment construire justement cet écosystème technologique-là pour venir réengager la communauté, puis venir générer plus de revenus. Donc, vous allez aussi avoir toute l'information après, là, si vous êtes intéressé par ces programmes de formation-là qui sont subventionnés donc à 75% par Service Québec. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et puis, c'est des cohortes. Là, je vais en reparler un petit peu plus tard dans la présentation si on a plus de temps. Mais vraiment, on vient rassembler des gestionnaires d'organisation qui réfléchissent ensemble aussi à leur plan de match. Donc, c'est très beau de voir le co-développement dans ces programmes. Assez pour moi pour le moment. Donc, je repasse la parole à Stéphane. Pourquoi est-ce qu'on a cette réflexion-là en ce moment? Donc, parlons du contexte, parlons de ce qui se passe aussi à travers le monde, de comment est-ce que les gens, comment est-ce que les associations évoluent ailleurs aussi. Donc, Stéphane, je te laisse prendre la parole. Oui, bien évidemment, merci Marie-Lou pour l'introduction. Donc, comme vous vous en doutez, évidemment, on était un petit peu débalancé par la pandémie et je ne veux pas reparler de ça. On est content de revenir si on veut aux connexions vraiment humaines et tout. Mais la réalité, c'est que ça nous a fait réaliser beaucoup de choses. C'est-à-dire que les connexions sont en transformation, les gens sont peut-être moins ils sont confortables dans leur petite pantoufle, donc des fois, ils n'ont pas toujours le goût, si on veut, de se déplacer dans des différents types d'activités, d'événements ou autres. Fait qu'il faut trouver une balance, si on veut, avec le retour au présentiel et tout. Et surtout, leur donner de la pertinence. Donc, ce n'est pas tout le monde, comme aujourd'hui, qui se serait présenté dans un café pour une présentation, même si le petit déjeuner aurait été fourni ce matin, et même si on est extrêmement sympathique. La réalité, c'est que le contenu a une valeur, oui, mais les connexions humaines ont une autre valeur. Puis évidemment, les gens vont vouloir, se déplacer ou investir leur temps dans vraiment des choses qui sont, j'ai juste le terme anglais, meaningful, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un réel sens pour eux et qui va vraiment générer de la valeur humaine, de contact, de partage et de profondeur, en fait. Donc, puis évidemment, nous, on est là sur 3 axes, réengager, reconnecter et remonétiser. Le remonétiser, évidemment, on n'en parle pas nécessairement beaucoup dans cet univers-là. Pourquoi? Parce qu'en général, beaucoup de gens vont vouloir commencer à utiliser des Facebook de ce monde, etc., pour commencer des initiatives, puis évidemment, vont souvent s'éparpiller avec les initiatives qui ne sont pas connectées entre elles. Donc, la valeur
se transforme pas en vrai argent. Pourquoi? Parce que les plateformes à la Facebook vont faire l'argent sur votre dos, entre guillemets, parce qu'évidemment, les données vont être réutilisées pour faire de la publicité ou autre. Et évidemment, cette valeur-là, le savoir des données, si on veut, n'est pas manifesté, si on veut, dans une expérience qui est pertinente, personnalisée, proactive, et il y a peu d'intelligence, en fait, qui est collectée et connectée, si on veut, dans votre environnement à vous. Donc, nous, on est vraiment là pour générer un écosystème pour vous aider là-dedans. Et pour faire suite à ça, Marie-Lou, les expériences, évidemment, sont en transformation. On se retrouve évidemment avec des habitudes, comme je le mentionnais d'emblée, de collaboration qui sont complètement transformées. Donc, l'idée, c'est que nous, on n'est pas nécessairement les meilleurs, les grands fans, même si on a une application mobile. On ne dit pas à tout prix qu'il faut faire des expériences hybrides, mais il faut penser des événements hybrides, mais il faut penser expérience hybride, dans le sens que la technologie devient un pont entre les moments clés où on va se rencontrer en personne, vivre un grand moment mémorable comme un gala ou autre. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est de créer un fil conducteur. Et ce fil conducteur-là, c'est quoi? C'est le téléphone, c'est la technologie. La technologie va évidemment nous suivre partout, va nous recommander quand on va se présenter, si on veut, dans un environnement X en termes de géolocalisation, peut nous recommander des rencontres, voir les endroits où est-ce que ça buzz sur, par exemple, une carte interactive et nous rappeler que, OK, ces personnes-là, X, Y, Z, je veux absolument continuer la conversation avec eux dans un contexte virtuel. Donc, l'idée, c'est de mélanger, si on veut, les contextes, mais de s'assurer qu'il y a un fil conducteur. Donc, évidemment, les habitudes sont en transformation, c'est indéniable. Les sentiments d'isolement, en fait, la maladie du siècle, c'était le stress, pardon, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, c'est l'anxiété due à l'isolement. Donc, l'isolement, évidemment, est un vrai problème massif. Pourquoi? Parce que l'écran, la technologie, surtout quand on embarque dans des univers de petits bonhommes qui se promènent, un peu à la metaverse que Facebook va lancer. Mais l'idée, c'est que malheureusement, ces plateformes-là sont là pour vous contrôler, sont là pour contrôler les utilisateurs et ça crée encore plus d'isolement. Donc, ça a été démontré évidemment dans l'univers des jeux vidéo. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment faire l'inverse, donc de briser l'isolement, faire en sorte que les gens se connectent dans la vraie vie de façon exponentielle. Donc, on va vous montrer comment. Perte de création de valeur collective, évidemment, vous vous en doutez. Réduction de l'attention parce qu'on est sursollicité, évidemment, vous le savez, on reçoit des milliers de messages à tous les jours, selon si vous êtes connecté ou non dans les médias sociaux, etc. Et évidemment, l'instabilité des revenus, on veut plus ça. On veut créer un modèle durable et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour bâtir, construire et non changer à toutes les 5 minutes et faire du test and learn, si on veut. Donc, oui, il faut faire des tests, mais un jour, il faut apprendre et bâtir sur du solide. Évidemment, là, je peux comprendre que vous êtes un peu perdu dans l'espace pour faire une analogie au film, mais l'idée, c'est de dire, oui, il y a tellement d'opportunités que ça vaut la peine de prendre un step back puis revenir aux fondamentaux. Et on va vous en parler un petit peu plus loin, mais les fondamentaux, c'est revenir sur les besoins de vos membres, évidemment, puis de voir c'est quoi l'ensemble des opportunités technologiques, les expériences qu'on peut redessiner par-dessus pour avancer. Ensuite de ça, ben, ce que je me permets de dire aussi, qui fait un peu écho à l'ancien modèle, entre guillemets, qui est un très bon modèle, un modèle, par contre, qui a été compressé complètement par l'effet de la pandémie, qui est le modèle où on envoie du contenu. Donc, tout le monde, en général, tous nos clients viennent nous dire, ben, nous, on a une communauté. Par contre, on se rend compte en creusant un petit peu qu'on envoie des courriels et on fait des publications sur Facebook. Là, je caricature un peu, évidemment, mais comme vous en doutez, l'effet réseau, l'effet de la contamination croisée des savoirs, le fait que les gens ne puissent pas se rencontrer dû au fait qu'il y a moins d'événements ou pas d'événements ou des demi-événements, ce qui fait en sorte que finalement la communauté se retrouve dans une situation où on fait juste du top-down. Donc, le top-down, c'est qu'on envoie des messages et il y a peu de réactions et surtout pas d'interaction entre les membres. Donc, évidemment, comme on le voit avec le directeur, un des directeurs, si on veut, exécutif de LinkedIn, bien évidemment, quand on envoie des messages, s'il n'y a pas de conversation, ça ne sert à rien. Donc, moi, je vous dirais, n'investissez plus aucun effort dans du contenu qui ne génère pas de la conversation. Évidemment, le but, c'est de faire l'effet inverse, l'effet 80-20, et que la conversation vienne de vos super membres. Donc, le 80 d'effort va venir de vos membres, dans lequel on va leur donner des accès, des clés, etc., pour leur permettre de créer cet effet-là, dans lequel vous êtes un peu des animateurs, vous donnez des playbooks, comment fonctionner, où évidemment, vous avez une programmation et tout, mais l'idée, c'est de réduire, si on veut, le poids de l'effort du gestionnaire vers les super membres de la communauté. C'est un peu ça l'esprit de ce qu'on fait. Évidemment, maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'évidemment, comme vous le savez,
votre raison d'être, quand on creuse un petit peu, votre raison d'être, c'est votre réseau. Votre réseau, c'est quoi? C'est les humains derrière le réseau. Si on ne comprend pas c'est quoi ces attentes, les nouvelles habitudes, les nouveaux mécanismes d'interaction, c'est quoi leur but, dans quelle prospective, si on veut, où est-ce qu'on s'en va là-dedans, parce que c'est entre guillemets, un moving target. Les gens changent, évoluent, si on veut, un petit peu en temps réel, puis évidemment, c'est pas parce que ça décélère que ça va revenir comme avant, comme vous le savez. L'idée, c'est de s'en servir comme nouvel avantage compétitif. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de communautés émergentes qui existent, qui attirent l'attention de vos membres, qui disent hey, on est là, on offre des contenus, des webinaires, etc. Donc, il faut vraiment capitaliser, rassembler, essayer de créer l'effet de la réelle valeur du membership. Puis souvent, ce qu'on va se demander, je me demande souvent, moi, après mon 500 que j'ai payé à la fin de l'année, OK, combien de gens j'ai rencontrés? Quelle valeur j'ai créée avec ça? Moi, personnellement, quelle valeur j'ai créée pour le réseau? Est-ce qu'il y a du contenu intelligent que j'ai pu ressortir de ça et retransformer, etc.? Souvent, la réalité, c'est que c'est non. C'est non, pourquoi? Parce que les outils ne me permettent pas de capitaliser là-dessus. Donc, souvent, je peux être assis à côté d'un prix Nobel dans un lunch, mais de ne pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui m'a informé là-dessus. Puis évidemment, oui, vous allez dire, oui, le pouvoir de la conversation, on est d'accord, mais ça reste que si j'avais pu planifier en amont, comprendre qui était devant moi et tout, puis essayer de trouver le fil conducteur en tout ça, bien, peut-être que je me serais mieux préparé, puis peut-être que même que le numérique me l'aurait proposé pour que je puisse rencontrer mes objectifs. Donc voilà. Donc évidemment, c'est une question de survie, comme vous en doutez. Donc pour qui, pourquoi? Donc pour renverser le modèle, on dit souvent pourquoi le fameux Start with Why de Simon Sinek. Si vous ne connaissez pas Simon Sinek, allez voir ça. Un bon vidéo de Start with Why qui parle du cas Apple. Donc vraiment, allez voir en profondeur. Parce que souvent, on va partir avec le quoi, le comment, etc. Donc, on va dire oui, il faut influencer, etc. On va partir avec des webinaires, des activités ou autres. Mais on oublie souvent le pourquoi. Puis le pourquoi est évolutif. Donc, il évolue, le monde change, ça évolue tout le temps. Puis évidemment, le plus important, c'est de revenir sous cette couche du pourquoi-là, qui est un amplificateur, le pourquoi. Le pourquoi, c'est l'ambition qu'on va se donner en termes de communauté. Le qui, c'est qui est cet individu-là. Puis plus on est spécifique, moins on est générique, plus on va pouvoir le faire vibrer. Puis je vous montre un exemple à cet instant. En fait, l'idée, c'est que The League of Entrepreneurs, donc c'est une ligue d'entrepreneurs, tu peux y aller, Marie-Lou. En gros, l'idée, c'est que c'est des entrepreneurs, donc des gens qui ont un profil entrepreneurial dans des grandes entreprises qui, eux, veulent faire un changement durable. Donc, veulent faire bouger ces grosses institutions-là, ces grandes entreprises-là. Puis évidemment, ils ont créé un club international, un club qui a grandi de manière exponentielle. Puis évidemment, ils ont créé des programmes, des outils de conversation, d'interaction et tout ça. Et tu peux passer. Et là, l'idée, c'est qu'à partir de là, là, on le voit, le profil type de l'entrepreneur. Puis à partir de là, bien, ils ont défini trois grands spectres, trois grands éléments clés, inspiration, connexion et l'accroissement, si on veut, des compétences et tout, par le peer-to-peer, les masterminds, les cercles de mastermind et tout. Et évidemment, tout un programme d'alumni ou de fellowship, plutôt, là, dans lequel les gens vont interagir entre eux puis ils vont se rassembler en petits groupes vers des objectifs communs. Mais il faut trouver, si on veut, ces éléments clés-là qui vont faire en sorte que les gens vont se rassembler et vont vouloir grandir ensemble. Donc, si on se pose la question à savoir qu'est-ce que les gens veulent faire ensemble, normalement, on va trouver 80% de la réponse. C'est quoi l'impact qu'on veut générer pour vous? Là, ça va vous donner des devoirs. Donc, pour eux, ça va leur donner des devoirs. Puis eux, évidemment, ont développé tout un écosystème dans lequel le but ultime, donc leur purpose, leur but ultime, est de générer un impact à travers cinq grandes composantes qu'on voit autour dans les... C'est quoi? C'est des hexagones, 6 côtés? C'est une bonne question. Mais tout ça pour dire que Octogone, c'est 8, ça je le sais. Fait que c'est peut-être exact, ouais, je suis sûr. Mais le point ici, qui peut nous aider dans le chat. J'ai l'impression que c'est hexagone, il y a un X dedans, c'est comme un indice. Mais l'idée, c'est que oui. C'est un hexagone, super. Merci, Marie-Ève. Donc là, on voit l'écosystème, on voit sur quel spectre ils peuvent générer de l'influence, puis ils voient évidemment les forces financières, technologiques et les partnership networks qui viennent créer une force de mouvement, si on veut, dans leur but ultime de transformer ces grandes organisations-là pour être plus socialement responsables. Évidemment, là, il y a une petite vidéo simple qu'on peut vous montrer en quelques secondes, juste un petit début, juste pour vous inspirer, mais ces gens-là se voient souvent en personne, mais ils ont un ensemble d'outils technologiques, en fait, qui viennent les rassembler, les connecter, tout ça. Ils ont créé des outils, une espèce de matrice pour créer de l'impact, un framework et tout ça, dans lequel les gens vont créer des post-it et tout de manière collaborative en virtuel, mais aussi en réel. Puis évidemment, on le voit, ce n'est pas juste des grands ONG comme Oxfam qu'on vient de voir là, qui sont par ailleurs nos clients, donc merci Oxfam, mais
des grandes organisations là, qui veulent vraiment faire du bottom-up, c'est-à-dire partir d'en bas des jeunes leaders, de les faire grandir et de faire en sorte que le changement se passe de l'intérieur. C'est un peu ça l'esprit. On peut y aller pour la suite. Donc, l'idée, à partir de là, ce qu'on va retrouver, en fait, il y a un auteur, puis j'ai le nom pas loin, j'ai réussi à oublier le nom, mais un auteur qui est reparti justement du Start with Why de Simon Sinek, puis lui, il aurait créé, si on veut, toute une philosophie autour du Who. Donc, au lieu du cercle doré, si on fait écrire la spirale dorée. À partir de là, on peut passer. Oui, le modèle de monétisation pour les. Modèle de monétisation, c'est un modèle payant de membership, René, pour League of Entrepreneurship. Donc, c'est un modèle de membership. Évidemment, comme la majorité des modèles vont faire de la vente complémentaire, si on veut. Donc, on a un accès à un ensemble d'outils quand on est membre, évidemment. Et évidemment, il y a un modèle complémentaire pour justement des retraites, des masterminds, des modèles complémentaires plus premium, si on veut, même s'ils sont très égalitaires, là, mais c'est juste pour couvrir les coûts fondamentalement. Puis évidemment, comme je vous mentionnais tantôt, merci René pour la question, qui sommes-nous et que défendons-nous? Normalement, si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, c'est un petit peu difficile d'aller de l'avant, puis qu'on mette n'importe quelle technologie, ça va absolument servir à rien. Pourquoi existons-nous? Quelle est notre ambition? Donc, le fameux why, le comment, qu'est-ce qu'on va faire pour faire collaborer les gens, faire en sorte que les plaques tectoniques s'en aillent plus du côté des membres, c'est-à-dire que la transformation se passe plus du côté des membres que nous, de notre côté, qui essayent de ramer dans notre chaloupe pour faire avancer le bateau. Mais souvent, ce qu'il faut partir d'un petit groupe serré, créer le pourquoi, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème que ces gens vont attaquer ensemble, qui a une force mobilisante qui va leur faire générer, si on veut, soit des revenus ou autres. Donc, il va vraiment, puis souvent, ce n'est pas des revenus, évidemment, mais chaque micro-communauté a ses attributs, a ses fondamentaux sur lesquels on va venir travailler. Puis là, on va venir mettre quelle offre, quel type de programme on va mettre en place pour que ces gens-là puissent se mobiliser entre eux et générer l'impact souhaité. Puis évidemment, ça se résume en plein d'activités. Dans notre campus, on en parle entre autres. Mais l'idée, c'est que ça peut être autant des masterminds comme on a vu tantôt, des environnements libres, si on veut, dans lesquels les gens vont venir co-créer à l'intérieur d'un espace circonscrit où il y a des règles, etc. Ça peut être évidemment des problèmes de formation, apprentissage collaboratif comme on a évidemment dans notre système. Mais c'est un peu dans cet esprit-là, c'est qu'il faut vraiment réfléchir, faire le lien entre l'adéquation, c'est quoi le besoin, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi les opportunités technologiques et non technologiques. Donc, évidemment, mastermind, ça ne veut pas dire qu'on va se voir exclusivement en ligne. Ça peut peut-être être une combinaison des deux, ou ça peut être exclusivement en personne, dans lequel on peut évidemment s'organiser en marge des activités, si on veut, avec notre téléphone ou autre. Donc, vous avez d'ailleurs vos premières cheat sheets pour vos takeaways que vous allez pouvoir faire après. Donc, on a remis les mêmes questions. Puis ça va vraiment être des documents que vous allez pouvoir utiliser aussi puis partager. Il va y en avoir un petit peu plus pour nous. Donc, je laisse continuer. Parfait. Donc, Tech for Good, ça veut dire quoi, Tech for Good? C'est des technologies comme FansLab qui dédient leur énergie essentiellement à générer un impact social et environnemental durable, puis économique également. Donc, nous, on travaille à travers les 3 P, le People, Planet, Profit. Le profit est important parce que les organisations, les communautés ont besoin d'injections, si on veut, souvent de capital pour accélérer, si on veut, leur mission. On travaille avec des chambres de commerce aussi qui ont un but essentiellement économique, les gouvernements, etc. Mais le but, c'est vraiment d'utiliser ces 3 P-là. Évidemment, quand on parle en 10 secondes, quand on parle de connecter la valeur et tout, c'est pour ça que je vous parlais tantôt, le téléphone, entre autres, quand on a un écosystème qui nous permet de connecter, comme celui de FansLab, un ensemble d'outils, donc on aspecte de l'information de différents outils puis pour le repousser, si on veut, dans d'autres contextes. L'idée, c'est qu'on vient rassembler de la valeur sur notre utilisateur, mais seulement et seulement pour générer un impact sur la communauté et non pour aspirer des données et pour revendre, si on veut, à un commanditaire potentiel. Donc, l'idée, c'est vraiment de manière éthique, c'est d'aspirer la donnée et d'offrir des expériences personnalisées, adapter le contenu, créer des parcours, etc. Mais ça prend du volume de données. Évidemment, il y a des données, évidemment, dans le futur, on le voit, les agents conversationnels, Google écoute tout. Si vous ne le saviez pas encore, Google écoute tout ce que vous dites. Donc, là, l'idée, c'est qu'à travers les agents, à travers les bornes de paiement, les bracelets, etc., tous les points de contact physiques, entre autres, on vient aspirer, si on veut, cette donnée-là pour enrichir le profil utilisateur et à partir de ces profils-là, créer des scénarios par objectif. Donc, c'est ça notre mission chez FansLab, c'est qu'un membre, quand vous cartographiez vos membres, vos personas, et là, on va se dire, OK, lui, il est là pour réseauter, lui, il est là pour apprendre, lui, il est là pour un mélange des deux, lui, il est là pour
générer un impact. Lui, il est là pour se trouver un chum, une blonde. Je caricature un peu, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier c'est quoi les objectifs clés et de définir les routes optimales pour eux. Puis évidemment, l'intelligence artificielle va venir adapter ces routes-là. Et comment ça se fait, oui, Marie-Lou, comment ça se fait? Bien évidemment, là, de manière vue photographique, en vue hélicoptère, si on veut, à 10 000 pieds, c'est sûr que nous, on a 3 grandes sphères. Puis évidemment, je ne vous demande pas de capter tout ça en une seconde. Normalement, j'habille en animation ce type d'écran-là. Mais l'idée, c'est qu'on part en 3 grandes étapes. C'est-à-dire qu'on va explorer des expériences. Donc, on rassemble la communauté. Puis comme vous voyez, c'est un modèle de DNA, d'ADN. ADN en circuit fermé. Donc, nous, c'est une technologie qui est propriétaire. Tout est encrypté, tout est protégé, si on veut. Donc, l'information ne sort pas de la plateforme. Donc, on est dans un safe space où les gens peuvent se sentir en sécurité au niveau du partage d'informations. La première étape, évidemment, c'est le partage de contenu. Donc, on le voit à gauche, l'exploration de l'expérience, de ce qu'on appelle la découverte intelligente un peu. Tout le monde connaît Netflix, tout le monde connaît Amazon. Bien, la technologie, ce qu'on est en train de développer, va offrir, si on veut, en temps réel, des contenus, des humains, des groupes d'individus qui parlent de sujets spécifiques. Oui, parfait, Florence, j'ai bien vu. OK, excellent. Donc l'idée, c'est que vraiment, un effet, on rentre sur une expérience à la Amazon, c'est là, ou la Netflix plutôt, c'est là qu'on s'en va et on va recommander, si on veut, des rencontres. Évidemment, le deuxième point, là, on va créer la connexion de l'intelligence artificielle, va créer des connexions, des micro-groupes pour générer de la collaboration active, soit dans un événement live ou soit de manière asynchrone. Je vois qu'il y a un petit mot qui est disparu, mais c'est des expériences sociales. On va activer des expériences sociales autant en présentiel qu'en virtuel et en mode hybride. Et après ça, bien là, on comprend mieux, au fur et à mesure qu'on avance, on comprend mieux l'utilisateur. Et là, on est en mesure de le mettre dans des clusters de personas ou des groupes d'individus qui ont des attributs similaires. Puis là, on va créer des routes de personnalisation dans le but de leur offrir des contenus, mais aussi de les récompenser en fonction de leur comportement. Donc, plus ils sont actifs, plus ils vont être récompensés. Oui, effectivement, le profil du supermembre, comment le découvrir? Ça, c'est une bonne question, René. Donc, le profil du supermembre, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un système de points. Donc, le supermembre qui est plus actif, on va le récompenser. Pourquoi? Parce que c'est lui, s'il n'est pas là, c'est lui qui maintient en vie la communauté. Puis on doit le nourrir. Puis là, il y a des systèmes intelligents qui vont nous permettre de lui offrir, évidemment, oui, des accès VIP. Si on peut le faire manuellement, un accès VIP, des petits coupons pour avoir du vin, etc., au 5 à 7 ou autre, donner accès à une personnalité particulière, etc., mais aussi donner des possibilités éventuellement, dans une identité dans laquelle l'utilisateur a accès, si on veut, à un système un système de points qui pourrait être transformé en monnaie, donc en monnaie qui peut être transformable, en guillemets, sur des activités spécifiques. Un peu comme une crypto-monnaie ou un peu comme un argent Canadian Tire, si on veut, on va vouloir venir les échanger, si on veut, contre des récompenses ou contre des activités. Ça, c'est le genre de choses. Puis comment on les identifie? Bien, par l'entremise d'un tableau de bord. Le tableau de bord va nous dire, selon différentes thématiques, qui sont nos meilleurs fans, nos meilleurs membres, si on veut, pour justement leur donner le bon bouquet d'activités ou le bon bouquet de récompenses. Puis au niveau de l'intelligence artificielle, on peut passer à l'autre. Au niveau de l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est un peu un dessin qui peut donner des mots de tête, mais l'idée, c'est que regarder les petits points de couleur, c'est des individus qui ont des attributs, qui ont une vie différente, une histoire différente, des besoins, des objectifs différents. L'idée, c'est que l'effet Netflix de la découverte intelligente va leur proposer, si on veut, des scénarios différents, des contenus, des individus, des rencontres différentes, etc. On va venir les rassembler, donc on va connecter les histoires ensemble au centre, donc on va venir les rassembler en micro-communautés. Et après ça, bien, le point à droite, c'est qu'on va leur offrir des scénarios, des routes connectées en lien avec leurs intérêts qui vont évoluer en cours de route. Évidemment, on n'est pas dans une expérience monolithe où j'ai une identité au jour 1 et mon identité ne change pas dans le futur. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure que l'individu avance, bien, son comportement évolue et ses intérêts aussi évoluent. Donc, on va venir nourrir, si on veut, l'engin d'intelligence artificielle, bien nourrir, si on veut, ces expériences-là, ces présentations de contenu-là. Je vais me faire présenter à des gens comme toi, René, par exemple, si on a des attributs communs. Et c'est un peu ça l'esprit, si on veut, globalement, de ce qu'on fait. Puis évidemment, là, les expériences, il y en a des tonnes. Ça peut être autant des événements que des forums, des divans intelligents qu'on vient connecter ensemble, etc. Le prochain, en fait, au niveau réseautage, donc la connexion à travers l'intelligence artificielle, bien oui, le continuum de micro-expériences est beaucoup basé. Quand on parle de continuum, nous, on parle beaucoup entre les deux réalités, c'est-à-dire la réalité physique et virtuelle.
mais aussi créer tous les petits ponts qu'on va créer dans le temps. C'est-à-dire que oui, on a des grandes expériences très effervescentes comme un gala, par exemple, ou un grand congrès, mais il y a plein de micro-expériences. Puis 80% de ces micro-expériences-là peuvent être générées par les membres. Mais si on ne me dit pas que, par exemple, René ou Florence, par exemple, a des intérêts communs par rapport à mes intérêts ou un objectif commun, par exemple, de faire de l'exportation, par exemple, en Australie, si personne ne me le dit, ça va être très difficile pour moi. C'est comme chercher une épingle dans une botte de foin. Donc, l'idée, c'est qu'on va connecter, si on veut, puis on va recommander, hey, il se passe ça, telle personne a tel objectif, tel expert peut t'aider, si on veut, là, ou une espèce d'offre et de demande, de mentorat, mentoré ou coach, coaché. Bien, ça aussi, comment dire, l'expérience connectée va générer des propositions de micro-expérience entre ces utilisateurs-là. Même chose, évidemment, pour les autres parties prenantes, dont les partenaires financiers, pour justement connecter tout ça. Fait que l'information circule et on vient faire des matchs à travers tout ça pour justement matérialiser la valeur. Puis la valeur, elle se manifeste comment, Marie-Lou? Dans le prochain slide, on voit, nous, chez FandsLab, on a différents outils. Donc, on a des divans intelligents, entre autres, qui est une place de marché où les gens viennent déposer des thématiques de conversation et les gens viennent se rassembler autour de ces thématiques-là. Évidemment, comme utilisateur, moi, si on parle de l'intelligence artificielle pour accélérer la transition, si on veut, des associations, bien, je veux le savoir, je veux recevoir la notification pour ça. Même chose pour des diffusions interactives, des ateliers, etc., de collaboration, des tables ou autres. Le mariage intelligent un à un ou en groupe, les kiosques immersifs, évidemment, dans lesquels on peut créer, c'est comme une espèce de microsite en mode communauté où l'ensemble des parties prenantes, des partenaires qui gravitent autour. Je prends exemple, au-delà des associations, on travaille aussi avec des universités, mais on voit, nous, des communautés comme des campus. Il y a un campus universitaire, il y a tout un écosystème qui gravite autour des associations, des acteurs clés autour, des cafés ou autres. Puis l'idée, c'est de créer ces environnements-là. Oui, René, quelle est la différence majeure entre créer un environnement technologique pour une communauté existante versus créer une nouvelle communauté et la construction en simultané à son environnement technologique? C'est une bonne question. Je vais lui répondre tout de suite, René, parce que dans le fond, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on part, par exemple, une communauté existante, on peut la laisser vivre, on peut planifier, puis c'est là que le campus vient nous aider, une transition dans cette communauté-là, où on va venir créer le noyau. Puis le noyau, c'est qui? C'est nos meilleurs fans, les gens qui ont le plus grande portée. Puis l'idée aussi, c'est que, Marie-Lou va vous en parler un petit peu plus loin, c'est un processus de créer la communauté. Puis le processus, ce n'est pas vous qui décidez comment la communauté va fonctionner, c'est les acteurs clés. Il faut les rassembler, il faut leur demander comment faire, quoi faire, etc. Fait que c'est là le point 1 de la communauté, c'est de partir le processus. C'est ça, la communauté. Je n'ai pas une réponse complète, mais on pourra compléter son. On va en parler un petit peu plus tantôt. Oui, je te laisse aller, Marie-Lou, pour la suite. Oui, absolument. Mais je pense que c'est super intéressant. Puis je pense que ce statut de la présentation, puis le but, c'est un peu de vous montrer, regarde, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Puis c'est sûr, c'est un peu, vous êtes peut-être pas là aujourd'hui de dire, bon, ben j'ai besoin de ça, de ça, de ça, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a un éventail de possibilités pour venir optimiser toutes nos relations qu'on a ensemble. Puis après ça, on va vraiment aller choisir ce qui fonctionne pour nous, dépendamment de nos objectifs. Stéphane en a nommé plein, mastermind, formation, coaching, etc. Puis aussi aller se financer à travers ça. Donc, si on prend un pas de recul pour venir pour faire atterrir un petit peu tout ça, puis continuer aussi avec sur la question de René, de dire, c'est par où est-ce qu'on commence, en fait? Puis c'est vraiment ça le but de la prochaine partie de la réflexion puis du webinaire de ce matin. C'est de se dire, OK, bien, c'est quoi qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Puis la réponse, c'est qu'il faut que vous preniez le premier pas. Puis c'est nono à dire, mais en fait, il faut commencer à avancer, puis il faut commencer à prendre des actions. Puis je pense que la première action à faire, c'est surtout de se poser des questions puis de se demander où est-ce qu'on est. Donc, on va faire atterrir un petit peu tout ce qui a été dit dans un modèle vraiment de réflexion là, un petit peu plus concret. Donc, c'est quoi les 8 éléments clés d'une association en santé aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'assurer que mon organisation, ma communauté continue d'évoluer, que les gens continuent d'être engagés avec l'organisation? Donc, on en a parlé déjà, puis je reviens là-dessus, c'est vraiment, si vous cherchez n'importe quel
ressources sur la transition numérique. Ils vont vous dire commencer avec le pourquoi est-ce que vous existez et le qui vous êtes, un petit peu comme et pour qui plutôt, comme Stéphane expliquait tantôt. Les gens dans vos organisations ont des besoins. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que vous sachiez. Quels sont ces besoins-là? C'est important d'aller les cartographier. C'est qui les personnages? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Le piège ici, c'est de dire, comme Stéphane disait tantôt, OK, moi, j'organise un événement par année ou j'organise un webinaire, puis de dire, OK, parfait, la structure est là, puis c'est ça que je fais, alors qu'on ne se pose pas nécessairement la question à dire, bon, à quoi est-ce que je sers, puis pourquoi les gens sont dans ma communauté, puis c'est vraiment ça, votre ADN. Puis c'est ça qui fait en sorte que vous réveillez le matin puis que vous continuez de le faire. Puis il faut que ce soit communiqué. Pas juste dans vos communications, dans vos infolettes, mais aussi que vos parcours d'expérience respectent un petit peu, respectent en fait à 100%, pas de pourquoi. Donc, rassemblez vos membres autour de cette mission-là, engagez-les, mobilisez-les. Je n'entrerai pas en détail ici, mais il existe, c'est pour attirer votre attention, puis on va vous donner la ressource évidemment après, mais il existe différents types de communautés, puis toutes les communautés n'ont pas le même but. Fait que c'est ça la beauté de la chose, en fait. C'est que, tu sais, peut-être que certains d'entre vous, vous livrez de l'information, ou des événements, donc ça va peut-être être plus la communauté C, donc des contenus, des programmes. Il y en a que c'est vraiment plus autour de l'engagement. Il y en a d'autres que c'est autour du partage. Donc, sachez qu'il existe différents types de communautés, puis vous pouvez chercher là-dessus pour dire, bon, mais c'est quoi, moi, mon réel objectif? Puis, il y a des bonnes pratiques pour chacun des types de communautés. Donc, ce modèle-là s'appelle le modèle Spaces qu'on a traduit, mais c'est sûr que si vous cherchez en anglais, vous allez trouver un petit peu plus de ressources là-dessus. Donc, pour continuer avec nos cheat sheets, vous allez pouvoir répondre par la suite. Donc, on va vous envoyer ces documents-là, mais pourquoi est-ce que les gens se rassemblent dans votre communauté si je vous le demande aujourd'hui? C'est quoi leurs réels besoins? Puis ces besoins-là, ils ont-ils évolué aussi dans les 2 dernières années? Donc, les besoins ont évolué énormément dans les 2 dernières années. Est-ce que vous répondez toujours à la même chose? Est-ce que vous êtes toujours là pour eux? Et ensuite, j'attire votre attention sur est-ce que tout le monde partage la même définition de ce pourquoi-là? Puis, c'est important de se poser la question parce que c'est ça qui répond un petit peu à ce que vous le partagez bien, est-ce que vous faites vraiment des actions autour de ce pourquoi-là. Deuxième... super. OK, je manque. Bon, je te laisse, Stéphane, garder sur le chat. Tu vas bien, Marie-Lou. Tu vas bien. Super. Donc, deuxième point, Stéphane l'a mentionné tantôt, puis c'était la question de René, en fait, de dire, bon, ben, c'est quoi la différence entre une organisation qui fait un pivot ou une organisation qui se crée? Donc, c'est sûr que c'est un petit peu différent de la façon qu'on va la construire, mais ça revient un petit peu à ça de dire, concentrez-vous sur le cœur de la communauté, le cœur, les ambassadeurs, votre organisation, les parties prenantes les plus proches. Donc, la communauté, c'est pas, c'est Stéphane qui disait, puis j'adore ça depuis que je me l'ai dit une fois, je le reprends tout le temps. La communauté, c'est pas une finalité. Souvent, les gens, même nous, ils arrivent, là, parce qu'on a un plan, puis là, c'est comme, tu sais, la communauté, ça part quand que tout est fait. C'est pas vrai, en fait. La communauté est là. La communauté, ça part quand vous prenez le premier pas. Donc, voyez-le comme un processus itératif. Puis, quand on dit communauté à géométrie variable, c'est bon, c'est comme un oignon, on se concentre sur le milieu, puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc, je lisais aussi dans un article, enflammer le cœur. Donc, mettez le feu au cœur, puis allez chercher ces ambassadeurs-là qui vous aident à garder le feu allumé, puis en créant, entre autres, des rituels qui font en sorte que les gens peuvent, excusez-moi ma voix là matin, mais que les gens peuvent continuer aussi à aller. En fait, la magie va s'auto-créer parce que le rituel il est là, puis les gens vont continuer à le faire, puis là, ça va se propager aussi. Donc, enflammer vraiment le cœur. Pour ceux qui connaissent le Minimum Viable Community, l'idée, c'est exactement ce que j'essayais d'imaginer tantôt. L'idée, c'est pas de dire, bon, ben parfait, la communauté est prête quand le tour est prêt. Puis là, au début, on a juste une roue, puis il n'y a rien qui marche jusqu'à temps qu'on soit rendu là. Ben non, tu sais, la communauté, elle part sur un skate, puis là, tranquillement, on continue d'évoluer jusqu'à temps qu'on ait pris notre vélocité, qu'on soit rendu bon à notre super modèle de communauté qui va quand même continuer d'évoluer dans le temps. Donc, c'est vraiment un processus évolutif. Donc, plus de questions pour vous. Est-ce qu'il y a des rituels dans votre communauté? Quels sont-ils? Est-ce que vous devez faire la promotion? Est-ce que vous poussez constamment un petit peu ces rituels-là ou est-ce que ça se fait de façon organique? Est-ce que la balle, elle roule toute seule puis les gens s'engagent tout seuls? Donc, c'est important de se poser la question-là. Qui sont vos ambassadeurs? C'est qui les gens qui peuvent vous aider à mettre le feu au cœur? Et puis,
par quelle façon pourrait-il tranquillement commencer à vous aider à faire la promotion de ces rituels-là de l'engagement? Hop là. Oh, excusez-moi, j'ai un petit problème de présentation ici. Troisième point, donc, donner l'espace à vos membres pour contribuer. Stéphane en a parlé aussi tantôt. Donc, j'ai un petit graphique après pour vous montrer, mais l'idée, c'est pas de nécessairement tout prendre le fardeau sur vos épaules, puis de dire, OK, parfait, on fait des événements, on fait des webinaires, on envoie des infolettes, parce que ça devient essoufflant à la longue. Vous n'allez jamais être capable de, maintenant, si la communauté a grandi, bien, vous n'allez jamais être capable d'être là tout le temps pour tout le monde, puis créer toutes les expériences. Vous allez vous essouffler, puis en fait, on est en pleine pandémie de main-d'œuvre, pas en fait en manque de main-d'œuvre, donc vous n'allez pas être capable de créer des équipes assez grandes. Donc, à la place, créer ces espaces-là où les gens peuvent venir contribuer. Ça va augmenter leur loyauté aussi. Et puis, les gens aiment ça participer. Donc, si c'est toujours à sens unique et que tout le monde reçoit les contenus sans participer, ils vont s'en aller. L'engagement va s'essouffler. Donc, plus vous donnez de la place aux gens pour contribuer, bien, plus les gens vont rester longtemps. Donc, c'est un petit peu un gage de loyauté envers votre organisation. Pour ceux qui ont envie de s'impliquer, créer des processus. On ne l'a pas mis dans cette présentation aussi, mais TED Talk, pour ceux qui connaissent TED Talk, est un super modèle de ça. Donc, TED Talk n'organise pas tous les TED Talks que vous pouvez voir sur le site. En fait, TED Talk a des guidelines et puis les gens peuvent prendre ces guidelines-là et puis venir proposer des thématiques, des sujets et puis venir faire vivre cette communauté-là à travers d'autres choses. Donc, TED Talk organise seulement une petite partie là, de toutes les conférences qui sont faites par la communauté. Et puis, c'est ça, donc, pour continuer sur ce point-là, créer le cadre de collaboration, que les règles soient le fun, que les règles soient stimulantes, puis que les rôles soient contagieux. Donc, c'est vraiment l'idée de venir encourager. Et puis, bon, j'ai un petit peu encourager la création. Encourager la création de relations enrichissantes. C'est ça, c'est vraiment d'encourager les gens à se rencontrer, en fait, à participer, puis à venir créer justement des petits moments. Donc, tantôt, Stéphane parlait dans notre plateforme d'une fonctionnalité qui s'appelle les divins intelligents. C'est un lounge de conversation où c'est pas l'organisation qui propose les conversations, c'est les gens. Fait que, si j'ai besoin d'aide, je peux dire, moi, j'aimerais ça qu'on se parle à telle heure. Les gens peuvent venir s'inscrire si j'ai envie qu'on discute de quelque chose, si j'ai envie de réseauter. Donc, les sujets apparaissent de façon organique, les gens se rencontrent, puis ça crée des moments qui sont vraiment riches et l'organisation n'a pas besoin d'être là, en fait, pour animer ça, donc c'est encore mieux. Puis, c'est ça. Donc, créer ces espaces-là pour en venir à mon petit graphique, comme Stéphane disait tantôt, l'idée, c'est pas de pousser. Si vous continuez de pousser, vous allez vous fatiguer, puis les gens ne vont pas être engagés. L'idée, c'est de nourrir, oui, la communauté, mais que ces super membres-là qu'on a mentionnés tantôt, que vous les trouviez, puis que ces gens-là aillent chercher le reste des gens. Donc, en mode 80-20, comme Stéphane disait tantôt, j'engage mon 20% de gens qui vont aller chercher le reste du 80% des gens de la communauté. Par la suite. Tu me permets, Marie-Lou, oui, je fais un petit ajout sur la graphique. En fait, l'idée aussi, c'est de décloisonner. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de contrôle, puis les gestionnaires aiment ça avoir du contrôle. C'est correct. Il faut avoir du contrôle sur certaines formes de choses. C'est pour ça que l'idée des playbooks ou de mettre un cadre pour donner du poids, du pouvoir. Puis l'idée, c'est que le jaune, les cercles jaunes, c'est de donner différentes forces, si on veut, à différents types d'acteurs ou des groupes d'acteurs qui pourraient prendre en charge des activités, des interactions, si on veut, soit des masterminds, des groupes, des cercles, si on veut, d'individus qui collaborent, etc. Puis évidemment, l'effet, c'est souvent, on va parler du 1 9 90 et le 9 le 1 c'est les super créateurs, les gens qui vont créer beaucoup de contenu. 9 ils vont venir bonifier. Puis évidemment, les proportions changent selon les communautés. Puis un 90 qui va venir se joindre, qui va venir coller, si on veut, qui est votre base de membership, va venir coller à ces individus-là. Donc, toutes les petites bulles grises autour de ça. Mais l'idée, c'est que vraiment, c'est de leur donner des outils pour prendre rendez-vous entre eux, créer des groupes, etc. Puis évidemment, que ça passe par-dessus sans intervention du gestionnaire. Pourquoi? C'est là que le problème arrive, c'est que la légitimité de l'organisation du réseau ne passe pas uniquement par vous, passe par vos membres. C'est là que vous allez libérer toute la valeur de vos membres que vos membres peuvent créer. Voilà. Merci Stéphane. Je vais continuer. Je vois le temps qui file. En plus, oui. Ça passe vite quand on s'amuse, comme on dit. Donc, donner l'espace, des questions à vous poser, encore une fois. De quelle façon est-ce que les membres contribuent dans votre association? Est-ce qu'il y a des canaux en place? Est-ce qu'il y a des processus déjà en place? Puis c'est là que des fois, la petite
ding-ding technologique, là, de commencer à venir penser à qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme outil pour venir générer cette collaboration-là, cette contribution-là. Comment est-ce que vous pourriez l'amplifier, la contribution? Puis, est-ce qu'il y a des espaces? Est-ce que vous avez des forums? Est-ce que vous avez des plateformes de création de rendez-vous, par exemple, pour que les gens puissent venir partager? Dans le même ordre d'idée, donc, honorer la contribution des membres. Donc, c'est important d'encourager puis de saluer les gens qui s'impliquent, donc, de quelque forme que ce soit, selon ce que vous faites. Donc, vous pouvez venir vraiment récompenser. Des fois, il y en a jusqu'à donner des sous. Ce n'est pas obligé d'être ça. Ça peut vraiment, dépendamment de la communauté, prendre plusieurs formes, mais venez saluer cette contribution-là parce que c'est ça qui va faire en sorte aussi que les gens vont continuer. Donc, stimuler, récompenser les gens, apprendre les uns sur les autres, mais accepter quand même qu'il y en a qui vont contribuer moins, puis c'est normal, tout le monde ne contribuera pas au même niveau, puis ce n'est pas non plus de venir culpabiliser personne. Donc, comment est-ce que vous récompensez la contribution? Est-ce qu'il y a, comment est-ce que les gens peuvent encore une fois venir contribuer? Est-ce qu'il y a des plateformes pour ça? Créer des sous-espaces plus intimes, ça revient encore une fois au point de René tantôt, de dire, il y a des organisations, il y a des associations. Je pense qu'il y avait d'ailleurs l'association d'infirmières avec nous ce matin. C'est des grosses organisations. Donc, des fois, c'est parce qu'une communauté grandit, des fois, c'est parce qu'elle est juste grosse déjà à la base. Donc, c'est important de penser à ces sous-espaces-là plus intimes, comme Stéphane disait tantôt avec l'exemple qu'il montrait, qu'il y a des petits sous-groupes qui se créent, puis ces groupes-là, ils prennent leur beat à eux, ils créent la valeur entre eux, puis ils vont rester beaucoup plus loyaux aussi avec l'ensemble de l'organisation parce qu'ils vont avoir un noyau, leur cellule à eux. Donc, ça peut être des cellules qui sont faites en ligne avec des expertises, des intérêts, des thématiques. Ça peut être régional aussi, donc ça peut être de plusieurs formes. Je vais passer les questions. Là, vous avez vu, je me suis mis en deuxième vitesse là, parce que je veux vous laisser le temps de poser vos questions. Évidemment, vous avez tout à fait ces petites questions de réflexion-là ensuite. Rendre la valeur facilement accessible pour vos membres. Donc, tantôt, en début de présentation, j'ai dit, la technologie peut aussi venir nous aider à classer l'information. Puis, posez-vous la question, est où mon information? Puis, est-ce qu'elle est facilement accessible? Est-ce qu'elle est bien classée? Est-ce que je fais un effort pour la classer, cette information-là? Puis aussi, est-ce que les gens peuvent interagir autour de ça? Donc, que ce soit pour du support, pour des événements, pour de la documentation, télécharger toute autre information, est-ce qu'il faut que je cherche à droite, à gauche ou est-ce que, dans le fond, j'ai une interface qui est capable de m'aider à digérer tout ça? Et puis, c'est important de laisser les gens interagir. Donc, encore une fois, des questions en lien avec ça. Est-ce que... Peut-être Marie-Lou, dans le fond, un complément de ce que tu dis, c'est que oui, donner accès à l'information, mais aussi aux membres, donc avoir accès justement au profil des membres. Donc, aujourd'hui, on va voir dans LinkedIn, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a un profil enrichi sur LinkedIn. L'idée, c'est chez Panzam, on a systématisé un processus où on peut voir les objectifs des individus, le profil membre avec les caractéristiques de l'entreprise, etc. Puis tout ça peut être connecté dans d'autres systèmes, notamment avec Yapla, entre autres, pour aspirer l'information, puis évidemment, s'assurer que l'information est toujours à jour. Donc, c'est aussi ça, en fait, donner accès. Puis je me rappelle les chambres de commerce, à l'époque, on avait le petit book qui était un pouce d'épais, puis on fouillait là-dedans pour essayer de trouver quelqu'un pour réseauter ou autre, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, tout est en ligne, puis évidemment, on a accès à ces informations-là. C'est ça, c'est le réel challenge. On est passionné sur ce point-là parce que c'est ce qu'on fait un peu chez Panzam, mais les gens consomment, les fameux feeds, donc un feed de LinkedIn, Facebook, name it. Ça, c'est de l'information en temps réel. Donc, il n'y a pas d'organisation là-dedans. Donc, on est habitué de consommer de l'information, mais on n'utilise pas l'information pour grandir nécessairement. Donc, la plupart de l'information, posez-vous la question qu'on consomme, c'est juste, on se fait frapper, mais comme ce n'est pas organisé, ça ne nous permet pas nécessairement de grandir. Donc, le défi qu'on a chez Fanzab, puis à travers les différentes fonctionnalités qu'on développe, c'est de dire, d'une part, on veut classer, d'autre part, on veut quand même garder l'interaction. Et puis, on veut vraiment tout rassembler ça ensemble. Donc, c'est de dire, comment est-ce qu'on peut créer cet espace-là où, quand j'arrive, c'est comme tout me permet de grandir, en fait. Puis, plus je grandis, plus aussi je crée de la valeur pour l'organisation. Donc, c'est vraiment le défi là, à l'ère de la surinformation, comme Stéphane disait tantôt. Donc, prochain point, partager le pouvoir et la direction avec vos membres. Ici, c'est juste de dire, regarde, il n'y a pas une structure horizontale à 100%, ça n'existe pas, puis on se le cachera pas. Mais c'est sûr que si on est 100% top-down, ça va aussi créer des enjeux. Donc, l'important, je pense que c'est juste d'être transparent, puis d'essayer de trouver ces mécanismes-là qui nous permettent d'aller réellement engager les gens
demander leur opinion sur la direction à prendre, puis leur permettre de jouer un rôle s'ils ont envie de le faire. Donc, un exemple de ça, c'est des AGA, évidemment, mais comment est-ce qu'on est capable de pousser ça encore plus loin pour que les gens puissent participer de façon systématique dans la vision et ainsi être plus engagés et être plus loyaux, encore une fois, parce que c'est ça qu'on cherche. Et pour terminer, et j'adore ce point-là, faites attention au commencement. Puis c'est un petit peu de la fesse gauche, mais je voulais quand même le mentionner. Faites attention au commencement. Il y a un super, je vous ai mis le lien d'ailleurs, modèle. C'est important de dire, bon, c'est quoi le début de la communauté? On en a parlé un petit peu tantôt quand on lance une nouvelle communauté. OK, bon, comment est-ce qu'on enflamme le centre pour que, bon, tranquillement, on construit sur une base qui est dynamique, notre communauté. Mais quand on est déjà dans une organisation qui est grande et établie, qu'est-ce qui arrive avec mon membre quand il rentre dans ma communauté? Puis c'est important, ce moment-là, le moment d'accueil, qu'il arrive et qu'il y ait quelque chose de spécial. Donc, ce canevas-là qui nous a été partagé par des collaborateurs chez Ulyssine qui sont super, très, très, très bons dans la création d'expériences, permet de venir vraiment réfléchir à l'expérience du participant à toutes les étapes, plus dans une formule ligne de temps. Et pour rien oublier, c'est important aussi de porter attention à comment est-ce que les gens partent et avec quoi est-ce qu'ils partent si jamais il y a une fin à vos memberships, parce que ces gens-là peuvent devenir aussi des ambassadeurs pour vous dans le futur. Donc, laissez-les pas partir les mains vides. Il faut qu'ils repartent avec quelque chose chez Ulyssine, ils disent dans la tête, dans le cœur puis dans les mains. Fait que portez une attention spéciale à ça. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.